Aujourd'hui, c'est toujours le rush. Bizarre, on change de rush, mais c'est quand même le rush. Bon, à partir de là, on va continuer. Ça a l'air de vous avoir bien plu. En tout cas, les stats sont bonnes, les commentaires sont... what the fuck. Mais on va continuer sur Roland Barthes et sa leçon inaugurale. On décortique, on voit si on finit ou pas. De toute façon, ici, on n'est pas aux pièces et on fait les choses comme on a envie de les faire. Quelques mots pour commencer sur... je sais même plus où j'en étais restée sur la leçon inaugurale. C'était vraiment bien comme texte. Hein. Il y a vraiment plein de choses à dire. Probablement au-delà de Barthes lui-même. Est-ce que j'ai au moins pris le bon? Je pense. Ouais, tome 5, c'est bon. Donc, bah, c'est les mêmes éditions, voilà. Et puis, j'ai même gardé la page. Quelques mots à dire sur l'éthique scientifique et le fait de parler ou non en tant que scientifique. C'est en plus l'objet de l'article que je suis en train d'écrire sur Renan. Je crois que ça s'achève, à peu près comme moi-même, dans une espèce de fatigue hallucinante et un bout d'épuisement. Je pense que le bout du rouleau, c'est le moment à peu près où l'espace-temps dans lequel je me situe, mais après le fait que le rouleau il ait fait la machine à laver, un truc à peu près comme ça donne une idée de mon état physique et mental. Je suis fatiguée, voilà, en gros je suis fatiguée. Et le boulot s'enchaîne, voilà, vraiment comme ça s'enchaîne. Bon, après, c'est aussi de ma faute, j'ai qu'à pas avoir des projets passionnants en permanence. Hein. Donc, en gros, sur l'éthique scientifique, sur la langue scientifique, ici, quand je parle moi en tant que scientifique, mais pas dans un lieu scientifique. Je parle sur YouTube, et c'est un genre de tiers-lieu. Bon, c'est même plus un lieu nouveau, parce que ça existe pas mal, mais ce que je fais, c'est quand même quelque chose d'un peu intermédiaire, parce que je ne fais pas, à proprement parler, de la vulgarisation. Je mets pas en récit, par exemple, je fais quelque chose qui est très proche de la science en train de se faire, mais enfin, ce n'est pas au niveau de ce qu'est, par exemple, la rédaction d'un article scientifique. J'ai déjà réfléchi à qu'est-ce que ça donnerait de faire un genre de time-lapse d'un article scientifique. Ça pose plein de problèmes, notamment pour les gens pour qui on va écrire ou publier, ou enfin... Voilà. Et sur les questions qu'on va se poser, moi, ça risque aussi de m'entraver dans mon boulot, ce qui quand même compte. Donc je suis pas... Et puis en plus, matériellement, c'est pas très marrant à mettre en place, donc pour le moment, je pars pas sur ce genre de format. Peut-être que je ferai des vidéos qui en parlent peut-être plus facilement, mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Et sur les questions qu'on peut se poser en rédac ou ce genre de choses, bon, ça, il y a quand même plein de points que j'aborde régulièrement. Hein. Et puis c'est comme ça, c'est au fil de l'eau. Hein. Néanmoins, de tout ça, comment dire, il reste que... Il y a, et ça me paraît absolument certain, une éthique de la langue du scientifique qui apparaît à pas mal de niveaux, et dont la leçon inaugurale de Roland Barthes est finalement un exemple plutôt pas mal. Alors, la leçon inaugurale, c'est inaugural, donc c'est un moment de seuil, c'est avant d'entrer dans le travail proprement dit qui se fait au Collège de France. Donc c'est un moment qui est plus accueillant que le reste du Collège de France, et qui invite, mais ça ne veut pas dire qu'on a envie de rester. Pour le dire clairement et simplement. Et moi, très clairement, mes vidéos, elles vont inviter à voir un peu à quoi ça peut ressembler. Mais enfin, ça reste chiant. Hein. La science, globalement, c'est chiant. Mais comme la démocratie, c'est pénible, c'est fatigant, c'est ardu, ça implique plein de choses pas très agréables, ça implique ce qu'on appelle un technolecte. Alors, chez Renan, justement, le technolecte, c'est une langue technique de spécialiste. Parfois on dit « Oh mais là, pourquoi en littérature vous écrivez pas de façon claire ?» Je sais pas, est-ce qu'on le demande à des gens qui sont en physique nucléaire ou en biologie moléculaire? Ou est-ce qu'on accepte que des choses très précises ont des noms très précis, hein, et qui sont évidemment pas ceux de la langue courante et standard, quoi. Non. C'est un peu pareil quand on fait vraiment de la science en mode littéraire. Renan, il se situe à une autre intersection, beaucoup plus accueillante d'une certaine façon, on pourrait presque dire inclusive, encore que ça serait largement outrepassé son propos que de la ramener à de l'inclusif. Il y a des tendances qui vont vers ce genre de choses, mais c'est anachronique déjà, et c'est pas vraiment ce qui se passe de toute façon chez lui. Mais comment dire, Renan, c'est quelqu'un qui a à cœur d'utiliser, alors c'est pas un truc qui vient tout de suite, mais qui va se mettre en place, qui dit que globalement, dans la langue classique c'est la langue du XVIIe siècle, il y a absolument tout, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs.
et qu'on peut déjà tout dire à partir de la langue classique. Ceci étant dit, et donc lui, voilà, et ça va l'amener à avoir un travail plutôt de remotivation sémantique, c'est-à-dire d'ajout de sens à des termes qui existent déjà, ou d'aller chercher des archaïsmes, ou voilà, ou d'avoir un feuilleté de sens, ou de travailler la polysémie des termes, plutôt qu'avoir de nouveaux termes. Voilà. Ça, c'est intéressant, mais il ne faut pas croire que parce qu'il y a cette espèce de polysémie, ce soit plus accessible, parce que cette polysémie, ça vous donne l'impression de savoir, mais en fait vous ne savez pas, parce que ce ne sont pas les mots qui changent, c'est leur sens. Et ça, c'est comme quand on va lire, je sais pas, je vais dire Deleuze un peu au hasard, mais où tous les mots ont l'air d'être standards, mais en fait ont été profondément retravaillés. C'est ce qu'on voit aussi dans ce que Monique Wittig appelle un cheval de Troie. Et ça amène pas des textes qui sont plus faciles, ça amène des textes sur lesquels on fait plus facilement des contresens, parce qu'on a l'impression qu'ils sont plus faciles, et encore que, pas franchement. L'illisibilité chez Monique Wittig, c'est quand même quelque chose, par exemple. Et on va avoir l'impression de les comprendre, mais où en fait, peut-être qu'on les comprend pas. Et donc ça pose la question de l'interprétation du texte. Est-ce qu'il y a intention de l'auteur, pas d'intention, etc. On va dire qu'il n'y a plutôt pas l'intention de l'auteur, mais une intention du texte. Si on va suivre Umberto Eco, ça permet de garder intact plus ou moins la mort de l'auteur. Je ne sais plus si j'avais fait une vidéo sur la mort de l'auteur, il me semble que oui. Mais il reste... oui, j'ai fait une vidéo sur la mort de l'auteur, et sur les mauvaises intentions de l'auteur, j'en ai fait 2. Mais... c'est des choses qui sont en fait voilà c'est peut-être ce qu'on va appeler auteur, c'est le nom qui permet de rassembler l'œuvre en fait, et c'est ça qui est intéressant, et pas forcément la biographie, mais derrière l'auteur, le nom auteur, le nom de l'auteur ou de l'autrice ou de l'autorice, il se passe quelque chose qui fait une œuvre et qui fait qu'il y a un parcours d'un texte à un autre que l'on va peut-être appréhender chronologiquement, peut-être pas, et qui va avoir des jeux d'écho, des reprises, des choses de cet ordre-là, qui peuvent être extrêmement complexes et qui sont des espèces d'intratextualité au sein d'une même œuvre, et après, ces effets-là, on peut les voir au niveau d'un genre, d'un groupe, etc., et c'est extrêmement intéressant. Je renvoie à la vidéo avec Camille Isler qui a été tournée il y a quelques jours. Sur la littérature lesbienne, mais pas sur la littérature lesbienne, elle permet de faire loupe sur ces questions-là, et sur qu'est-ce que c'est un genre littéraire. Est-ce que il y a par exemple un mouvement littéraire Sappho 1900 lesbien? Est-ce que ça existe? Eh bien c'est pas simple de répondre à ces questions. Donc on est sur un peu tout ça, et en même temps l'éthique scientifique, elle impose une certaine probité, et moi je dirais qu'on vit quand même toujours dans un régime réputationnel, de réputation. Alors je suis peut-être un peu old school avec ça, mais il y a aussi un moment où ce qui fait qu'on est ou non reconnu comme scientifique, c'est notre propre œuvre, en tant qu'auteur scientifique, et cette œuvre, elle va de est-ce que c'est quelqu'un de sympa qui met des mains au cul, ou avec qui on peut travailler, et ça c'est une question qui est essentielle, à est-ce que c'est quelqu'un qui va suivre les règles de la scientificité et même de l'éthique scientifique. Et à ce niveau-là, ce n'est pas la peine, et c'est inutile de me parler de science pour m'imposer une communication, et j'ai au moins eu 2 ou 3 cas comme ça ces derniers temps, différents et de personnes distinctes. C'est absolument odieux en fait, et ça montre à quel point, soit vous ne comprenez pas ce qu'est l'éthique scientifique, ce que je comprends, parce que c'est quelque chose qui est difficile, soit que vous la manipulez complètement, ce qui est odieux. Et là, je pense à des cas particulièrement distincts, c'est-à-dire que l'éthique scientifique, elle repose sur un régime réputationnel, mais elle n'impose pas la communication intersubjective, et certainement pas dans des lieux qui ne sont pas ceux de la science, à savoir colloques, congrès pour les communications directes, et encore que. Et surtout, s'il y a conversation scientifique, elle se fait dans des lieux scientifiques, c'est-à-dire en fait par échange d'articles scientifiques. Avec, c'est-à-dire relecture par les pairs. Ce qui veut dire, c'est dur, c'est plus dur, et c'est un problème de publier dans un journal scientifique si on n'a pas soi-même franchi les étapes de l'institution. Et là, il y a quelque chose qui peut s'apparenter à du gatekeeping, on va fermer l'institution pour telle ou telle personne. On sait à quel point les femmes en ont été victimes au XIXe siècle. En France, elles en ont été littéralement, formellement exclues. Ce sont aussi les régimes d'apartheid qui peuvent exclure les personnes minorisées en général, on va dire, mais notamment racisées, ou à instaurer des régimes différents
Et donc, ça peut amener aussi à parler d'une ghettoisation dans les savoirs. Par exemple, les savoirs considérés comme minoritaires ou ayant pour objet des cultures pensées ou hiérarchisées comme minoritaires vont être dans des cursus, on va dire, un peu spécifiques et pas reconnus comme tels. Par exemple, cursus de genre et non pas dans les cursus généraux. Donc ça, on le voit avec la difficulté, par exemple, de sortir de Gender Studies pour être en, par exemple, philosophie, en histoire littéraire. Moi, je le vois très formellement avec l'essai que je viens de publier, qui n'est pas 100% scientifique et qui est chez un éditeur marqué politiquement, mais qui est quand même connu aussi pour son sérieux. Et c'est un bouquin qui n'a pas été soumis à expertise scientifique, donc on n'est pas dans le champ scientifique, on est vraiment en parascientifique, on en est proche. On n'est pas exactement dans de la vulgarisation parce que je propose, et je suis pas en train de vulgariser des théories qui existent déjà, même s'il y a des passages de vulgarisation dans ce livre. Et en même temps, voilà, moi je pense y avoir mis du sérieux académique, mais on est vraiment dans ce qu'on appelle un essai. Et c'est intéressant parce que voilà, moi j'ai publié 2 mois avant, à peu près, c'est ça, 2 mois avant, une thèse qui, elle, pour le coup, est 100% scientifique et académique et qui a eu tout ce processus, et même de façon maximale, parce que quand il s'agit d'une thèse, on a vraiment un très long processus d'élaboration et de vérification qu'on atteint quand même assez rarement dans une vie de savante. On le fait 1 ou 2 fois, globalement, thèse HDR. Et je vois bien là, en fait, j'ai pas des écritures diamétralement opposées entre les 2 projets, mais qui sont quand même très distinctes. Et avec des régimes très distincts. Et c'est intéressant pour moi de voir si je suis rangée en philosophie, enfin en philosophie, ça m'arrive pas, mais en féminisme, pardon, ou en littérature et études littéraires. Et ça, c'est intéressant. Alors qu'il y a une scientificité de tout ça, cette scientificité-là, je suis en train de la travailler. Moi, j'ai envie de dire que l'éthique scientifique, elle impose aussi de considérer ce qui est de l'ordre aussi quand même d'une éthique générale, et qui finalement il ne peut pas tellement y avoir d'éthique scientifique quand il n'y a pas d'éthique générale. C'est ce que je dis quand je dis que dans une équipe, s'il y a du harcèlement moral et ou sexuel, on ne peut pas faire un bon boulot scientifique parce que la science c'est le collectif. C'est ça que je veux dire. Et ça pose des questions assez lourdes sur ce qui fonde le collectif et sur ce qui permet de créer ces conditions de fondation de la scientificité, mais il y a un moment où ça passe finalement par des formes de respect mutuel et notamment de communication réciproque. Et globalement, dans mes commentaires YouTube, on peut venir discuter, c'est toujours un plaisir, même quand on n'est pas d'accord avec moi. Je n'ai aucun problème avec le fait qu'on soit pas d'accord avec moi. Mais vous n'êtes pas obligé de venir comme si vous alliez chier sur mon paillasson, quoi. Parce que là, je vais faire comme si vous étiez à la maison, vous venez en chiant sur mon paillasson, je vous fous dehors. Et en plus, avant, je vous en mets plein la gueule, parce que c'est la réciproque, en fait. Et c'est pas la peine de me dire que je suis agressive ou ce genre de choses. Il y a un moment, à quoi servent vos commentaires? Sont-ils là pour discuter? Et ça ne veut pas dire être d'accord, en fait, discuter. Mais sont-ils respectueux? Et participent-ils d'une certaine forme d'éthique, non pas scientifique, mais on va dire un peu générale? Si ça n'en fait pas partie, soit je vous dégage tout de suite, ça c'est en général si vous avez un profil de néo-nazi, c'est pas rare, que vous m'insultez directement, ce genre de choses, soit quand vous débarquez... soit je vous rentre dedans, parce qu'en plus, ça m'amuse pas, ça va dépendre un peu du jour, de ce que vous racontez, d'à quel point c'est crétin. Mais c'est déjà crétin de venir comme ça, et globalement, là, je pense vraiment à un cas très très précis et récent, ça vous donne pas un air intelligent, ça fait juste de vous un abruti. Et vous apparaissez publiquement comme un abruti, et parfois avec votre nom et votre adresse visible en ligne. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas pourquoi vous agissez de façon si stupide. Alors que il suffit de discuter en fait. Et moi là, mais même si on n'est pas d'accord, on peut discuter. Moi j'ai pas de problème à discuter avec les gens avec lesquels je suis pas d'accord. Mais aucun. Et même avec des gens qui vont dire des choses qui peuvent être compliquées ou douloureuses pour moi. En revanche, je vais avoir du mal avec les gens qui débarquent en me menaçant, m'insultant, en trollant, purement et simplement. C'est-à-dire en participant, enfin en faisant tout ce qui n'est pas de l'ordre de la participation à une discussion. Dans ce cas-là, si vous discutez pas, je vois pas pourquoi moi je discuterais et que je trouverais que vous êtes correct quand vous n'êtes pas en fait. Les choses sont simplement là, et si je vous signifie que votre comportement n'est pas respectueux ou que je n'ai pas envie de discuter, n'insistez pas, sinon ça s'appelle du harcèlement. Et je réagis pas bien à ça. Et je veux dire, et là, moi, je réagis vraiment de façon, on va dire, conclusive. Barthes, quand il commence, on l'a vu la semaine dernière,
toute sa leçon inaugurale par ses fausses modesties, le travail de cet ethos, etc., il fait quelque chose qui est un peu faux cul et hypocrite, mais qui est absolument nécessaire, parce que ça met aussi en place les conditions de cette éthique de la communication, qui correspondent à des codes beaucoup plus larges, de on n'est pas censé se la péter, etc. Ça, c'est des codes qui sont un peu compliqués. Moi, j'ai déjà pu dire sur cette chaîne, ah là là, soyons arrogantes avec d'autres femmes, parce que peut-être que les codes, ils sont aussi un peu genrés, qui vont changer selon le genre, et qu'on demande tellement aux femmes l'humiliation que c'est sympa de contrebalancer de temps en temps. Peut-être que ça vient pas de nulle part, en fait, quand je raconte des conneries, aussi. Peut-être que des fois, je troll. Bon, évidemment, étant là, au Collège de France, il n'est pas confronté aux mêmes difficultés que celles que je peux avoir en tant que jeune, plus si jeune d'ailleurs, en tant que chercheuse sans poste, qui doit se manger aussi des torrents de merde. Je sais pas, réfléchissons 3 secondes. Ça fait pas de mal et ça prend pas de temps. En tout cas, ça, voilà, ce sont des codes qui sont absolument moraux, éthiques, qui vont le rendre plus ou moins sympathique. Bien sûr que ça a quelque chose d'un peu faux cul et d'hypocrite, mais c'est important. J'ai expliqué cette idée que le fascisme oblige à dire, plutôt qu'il n'est une simple interdiction. C'est assez intéressant. Alors, il y a plein d'autres définitions du fascisme. Je renvoie notamment à Umberto Eco, c'est pas la meilleure, mais moi je suis pas une spécialiste du fascisme. Il y a aussi l'idée chez Eco et chez d'autres que le fascisme, c'est le moment où vous doutez de tout parce qu'il n'y a plus de régime de vérité. Et donc vous n'arrivez plus à savoir ce qui fonctionne ou pas. Il faut quand même reconnaître qu'on est aussi un peu là-dedans. Hein. Donc quand l'obligation à dire c'était sur un moment très précis de, du texte de Roland Barthes et des discussions politiques et politiciennes qui ont suivi la mort de Samuel Paty, et d'une inquiétude très précise qui était on va nous contrôler le contenu de cours. Ce qui, en fait, se fait de plus en plus, la liberté pédagogique devient de plus en plus lointaine en France. Et ça dit des choses. Ça dit des choses importantes sur ce qui se passe en France. Quelle liberté on a quand on va enseigner. Quand on vous impose, par exemple, de suivre un manuel que vous ne choisissez pas et qui va être très directif, il se passe quelque chose d'assez lourd. Et d'à mon avis, très inquiétant et de fascisant. Mais le fascisme, c'est évidemment des choses bien plus lourdes, complexes, enfin bien plus précises que ces seules mentions rapides. Donc c'est ça l'obligation à dire de Roland Barthes. Donc on avait vu ce service dans pouvoir, donc dans la langue, donc servilité et pouvoir se confondent inéluctablement. Si l'on appelle, je vais le relire pour qu'on se remette en page, on est page 432-33. Si l'on appelle liberté non seulement la puissance de se soustraire au pouvoir, mais aussi et surtout celle de ne soumettre personne, il ne peut donc y avoir de liberté que hors du langage. Ça, c'est la conséquence de cette définition très paradoxale qui vient de précéder et qui permet quelque chose de très gênant, malaisant, et très provocateur de la part de Roland Barthes. Mais cette provocation, elle n'est pas non plus à prendre au saut de la lettre. Il ne va pas dire que tous les gens qui parlent sont fascistes, c'est pas ça qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a une tendance fascisante dans la langue, et dont il faut avoir conscience pour comprendre jusqu'où va se nicher le pouvoir, et par exemple, dans le fait que la grammaire, par exemple, impose de choisir, je sais pas moi, entre le sujet et le verbe, entre un nom et un article, etc. Si l'on appelle liberté non seulement la puissance de se soustraire au pouvoir, mais aussi et surtout celle de ne soumettre personne, il ne peut donc y avoir de liberté que hors du langage. Malheureusement, le langage humain est sans extérieur, c'est un huis clos. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser sans langue. Quand vous pensez, vous verbalisez. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs façons de penser, mais c'est vrai que si vous voulez penser au langage, vous verbalisez quand même, globalement. Donc vous n'arrivez pas à penser le langage en sortant du langage. On ne peut en sortir qu'au prix de l'impossible par la singularité mystique telle que l'a décrit Kierkegaard lorsqu'il définit le sacrifice d'Abraham comme un acte inouï, ça je vous l'avais lu, vide de toute parole mais à l'intérieur dressé contre la généralité, la grégarité, la moralité du langage. Alors le mysticisme, ça va être l'idiolète, une langue unique, singulière, qui en sort parce que ça essaie d'être dans un rapport direct à Dieu, à la transcendance. Et en fait, en touchant à la transcendance, ça ne veut pas dire que Dieu existe, ni que c'est
un mode communicationnel qui fonctionne. C'est-à-dire que c'est un mode communicationnel qui va aussi se fonder sur le performatif, sur la foi. Le performatif, c'est le mode de la foi. Et ça, c'est vraiment un point qui m'intéresse énormément d'un point de vue scientifique. Notamment pour les féministes, hein. Mais pas uniquement. Ou encore par l'amen nietzschéen, qui est comme une secousse jubilatoire donnée à la servilité de la langue. Alors bien sûr, quand il dit secousse jubilatoire, c'est une paraphrase pour orgasme. Hein. À ce que Deleuze appelle son manteau réactif. Mais à nous, qui ne sommes ni des chevaliers de la foi, ni des surhommes, il ne reste, si je puis dire, qu'à tricher avec la langue, qu'à tricher la langue. Très barthésien, ce jeu de avec préposition, changement de préposition sans préposition, et tricher la langue. On a même ici un emploi lui-même tricheur, si je puis dire, un emploi transitif en COD pur, alors que on n'est pas sans... Enfin, on triche à un jeu, par exemple, on ne triche pas à quelque chose, il me semble que c'est quand même un emploi soit archaïque, soit très rare, soit... Voilà, là, on a quelque chose qui vient heurter la langue pour créer des effets de sens. Et ces effets de sens, ils vont aussi du côté, on se rappelle de ce que Monique Wittig appelle le cheval de Troie. Cette tricherie salutaire parce que c'est elle qui va permettre un salut, on se rappelle qu'on est dans le domaine de la foi. Cette esquive, ce leurre magnifique qui permet d'entendre la langue hors pourvoir dans la splendeur d'une révolution permanente du langage, je l'appelle pour ma part littérature. Bon, mais ça c'est vraiment la définition, pas pratique de la littérature, mais géniale quand on veut faire un sujet de dissertation, de façon super prosaïque et super enseignante. Globalement, on a quelque chose ici qui est en train de se jouer, qui va être de l'ordre de c'est quoi la littérature, comment on définit le littéraire, non pas comment on définit les classiques, ça c'est par exemple quelque chose qu'a fait Italo Calvino, qu'est-ce que les classiques, ou pourquoi lire les classiques, j'ai oublié le titre, il est quelque part, il a été réédité en poche il y a quelques années. Je sais plus quoi en penser, je l'ai oublié, c'est pas grave, c'était pas si dingue, ou alors c'est que je suis passée à côté. En tout cas, c'est très étonnant de montrer finalement comment Barthes relie le mysticisme et la littérature, et comment la littérature, ça va être défini, ça va être le lieu des textes, enfin, ça va être défini par des textes, pas forcément écrits, c'est pas dans la définition, mais dans lesquels la langue va avoir un usage, un emploi, un fonctionnement qui se rapproche de celui du mysticisme, et ce qui explique aussi pourquoi Barthes, en tant que sémioticien, étudie des textes mystiques, c'est pas pour des raisons théologiques en fait, et qui le ramène à un usage qui est non référentiel, c'est-à-dire qui n'a pas de rapport au monde, qui n'est pas non plus circulaire comme l'usage autonymique, ça c'est quand je vais dire le mot chien n'aboie pas, et que en fait en désignant chien, je parle du mot et non pas de la chose. C'est pour ça que le mot chien n'aboie pas. Donc ça c'est évidemment pas de moi. Hein. Et ça va être un moment où on va avoir plutôt quelque chose de l'ordre d'un jeu. Alors le jeu c'est aussi comme quand il y a des pièces qui s'articulent entre elles et qu'il y a du jeu. C'est pas forcément ludique dans le sens, dans ses connotations un peu mineures, un peu minorisantes. Mais ce qui se passe ici, c'est quelque chose qui va aller chercher cette triche du langage, exactement ce que Monique Wittig appelle le cheval de Troie. On avait ici un tiré séparatif, et c'est pour ça que je me suis arrêtée dans une vidéo qui était déjà très longue, mais il fallait quand même raccorder les wagons. Je ne crois pas que Roland Barthes ait fait de pause pendant sa leçon inaugurale. Comme moi je me le permets, mais enfin bon, c'est pas moi qui ouvre... Enfin, il a fait son texte, hein, il n'a pas commenté en même temps. On y va. J'entends par italique littérature, non encore une suite d'œuvres, ni même un secteur de commerce ou d'enseignement. Toute définition standard. Hein. Mais le graphe complexe des traces d'une pratique. Donc là on est... Alors graphe, on va avoir une espèce de représentation dessinée. Pour moi c'est de l'ordre de la coquetterie, mais en fait ça va un peu plus loin. Et quelque chose donc, qui va parler de cette triche. Donc ça, hop, on a une redéfinition. La pratique d'écrire. Et là, en fait, bien sûr que Roland Barthes, connu pour avoir lancé le concept de l'écriture, le degré zéro de l'écriture, de cette pratique, l'écriture, c'est ce qui est en train de se faire.
ici synthétise des travaux ou fait référence à des travaux antérieurs. Je vise donc en elle, c'est-à-dire la littérature, essentiellement, par essence, et principalement le texte. Et on se rappelle que Roland Barthes on se rappelle, je vous l'apprends, hein, mais a été notamment célèbre pour sa définition du mot texte dans l'Encyclopædia Universalis. Incroyable définition qui repose sur les définitions proposées par Kristeva de l'intertextualité, notamment. C'est-à-dire qu'un texte est un tissage et qu'on va écrire avec des textes antérieurs. Ça ne veut pas dire que tout texte est cut-up, mais un cut-up est une façon de comprendre profondément ce qu'est un texte et de le manifester. On y est, et ça aussi, ça nous parle, entre autres, nombreux autres, de Monique Wittig. Donc, essentiellement le texte, définition donc du mot texte, c'est-à-dire le tissu c'est l'entremêlement, et c'est la même étymologie, texte et tissu, des signifiants qui constituent l'œuvre. Alors, on se rappelle, signifiant, signifié, le signifié c'est globalement le sens, signifiant c'est globalement la forme. Sauf qu'en fait, on ne peut pas les distinguer. Hein. Les deux vont toujours ensemble et c'est ça qui fait le signe. Le signe, c'est une forme qui a un sens. Un signifiant qui a un signifié, ou qui répond à un ensemble de signifiants et signifiés. Et donc les signifiants, c'est l'ensemble de ces formes qui se répondent les unes les autres. Parce que le texte est l'affleurement même de la langue. Parce qu'en fait, la langue, elle se joue vraiment dans le texte. Elle se triche. Et que c'est à l'intérieur de la langue que la langue doit être combattue, dévoyée. Puisqu'il n'y a pas en dehors de la langue. Forcément, c'est dans la langue que se fait cette réflexion et ce combat contre la tendance fascisante de la langue à exercer du pouvoir. Parce qu'elle va avoir jusqu'à ce système grammatical où on est obligé de choisir, et parce qu'elle imprime en soi, elle a quelque chose qui va être de l'ordre de l'assertion et qu'il faut la faire dérailler. C'est ça. Et donc il va y avoir une lutte au sein même de la langue, et cette lutte, elle se réalise dans le texte. Donc combattue, dévoyée, non par le message dont elle est l'instrument, mais par le jeu des mots dont elle est le théâtre. Donc on enlève la bipolarité message, instrument ou véhicule. Il y aurait la littérature, elle transmettrait par exemple une morale avec le message. C'est pas bien d'être méchant, c'est pas gentil d'être méchant, c'est gentil d'être gentil. Ce serait une morale. Mais ce qui compte ici, ce n'est pas le message qui serait au sein de l'œuvre, vieille vision de la littérature, mais de voir comment l'œuvre est un moment d'ébullition du langage, de mise en tension en fait de la langue, qui par cette mise en tension n'amène pas cette dichotomie entre dedans dehors, puisque tout est dedans et finalement il n'y a plus de dehors dans la langue, mais va amener des frottements, des redirections, des resémantisations par la mise en contact de mots, c'est-à-dire de choses qui sont des signes, c'est-à-dire autant des signifiés que des signifiants. On y est ? Et c'est ça qui va être retravaillé et qui est plus dur, finalement. Je puis donc dire indifféremment littérature, écriture ou texte. Parce que là, Barthes a une vision très resserrée. Il va chercher vraiment quelque chose en faisant éclater ce qu'on peut appeler les canons, le corpus canonique traditionnel. Les forces de la liberté qui sont dans la littérature ne dépendent pas de la personne civile, l'auteur. On rappelle, la mort de l'auteur 68, je remettrai la vidéo en haut. De l'engagement politique de l'écrivain qui, après tout, n'est qu'un monsieur parmi d'autres. Oui, parce qu'il n'imagine pas les madames. Mais peut-être que toutes les autrices sont des messieurs parmi d'autres, finalement. C'est dans Réponse de femmes qu'Agnès Varda dit, alors bon, il y a un peu il y a de l'essentialisme, mais on va quand même se rappeler qu'on est au début des années 70 et que c'était des questions qui étaient quand même peu d'actualité à ce moment-là, et qu'en plus c'est un truc de commande fait à la va-vite, mais qu'elle fait dire à une des femmes de Réponse de femmes.
Mais que cela peut-il faire si je suis un homme sans queue ni tête? Ça me fait beaucoup rire. Toujours la naïveté hein, de ça. Et là, on est exactement en fait dans ce genre de moment finalement quand on y réfléchit un peu. Bon, voilà, c'est ça les points aveugles qu'on a chez Barthes ou chez d'autres. Un monsieur. Mais ce monsieur, il nous dit aussi quelque chose de peut-être pas si naïf chez Roland Barthes, qui est, si l'auteur, on va toujours l'imaginer comme un monsieur, parce que c'est notre préjugé premier. Alors que cela, finalement, aussi ne dépend pas de la personne civile, tout comme René Vivien, on en parle avec Annie Isler, a joué de ce présupposé masculin. Donc les forces de la liberté qui sont dans la littérature ne dépendent pas de la personne civile, hein, la personne réelle, de l'engagement politique de l'écrivain, parce que l'engagement, on a bien compris que ça suffit pas d'être par exemple au PCF, au machin, ou à ça, ce qui va compter, c'est ce qui se passe dans le texte. Ni même du contenu doctrinal de son œuvre. Donc ça, c'est le message contenu, parce qu'en fait, si on caricature, the medium is the message. La question, c'est comment elle s'écrit, qu'est-ce que ça va transmettre. Donc il faut aussi aller voir ce que fait Vincent Berthelier dans son livre qui est passionnant, hein, sur le style réactionnaire, qui a eu en plus une bonne presse l'année dernière, sur donc, ces programmes hein, politiques du style de la droite, voire de l'extrême droite. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est un peu ça, mais du côté des féministes et quand même plutôt des textes de gauche. Mais du travail de déplacement qu'il exerce sur la langue. Qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui change, et qu'est-ce qui, finalement, va réellement avoir une efficace. De ce point de vue, Céline est tout aussi important que Hugo Chateaubriand, que Zola. Ce que j'essaie de viser ici, on notera hein, que des mecs, hein, mais avec une espèce d'aplatissement avec droite-gauche. Hein. Voilà. Hop, les binarités, pour montrer en fait que là, ce qui va l'intéresser, c'est comment ça se passe. Et finalement, bouger la langue, ça peut faire quelque chose qui va au-delà de ce qui est dit. Eh bien moi, je suis d'accord, mais je ne pense pas être d'accord au niveau des conclusions sur l'inscription politique. Mais quand on parle féminisme et virilisme, on redéplace toutes les lignes, à mon avis. Ce que j'essaie de viser ici, c'est une responsabilité de la forme. Mais cette responsabilité ne peut s'évaluer en termes idéologiques, politiques. Ce pourquoi les sciences de l'idéologie ont toujours eu si peu de prise sur elles. Ça ne peut pas fonctionner avec, par exemple, un tribunal politique, avec des simples questions politiques. Il se passe autre chose. Ces forces de la littérature, je veux en indiquer 3 que je rangerai sous 3 concepts grecs, mathésis, mimésis, sémiosis. Pourquoi prendre des concepts grecs ? Filiation. Depuis Aristote, il s'inscrit dans un lignage. Et là, il va opérer un recul. Un retour en généralité, en explication donc, de l'arrière-plan, du contexte, qui va avoir son importance aussi et qui va permettre de revenir à la démonstration. La littérature prend en charge beaucoup de savoir. Affirmation. Avec laquelle je suis entièrement d'accord, c'est la base de mon boulot. Dans un roman comme Robinson Crusoe, donc là on voit, il ne parle plus d'idéologie, hein, savoir c'est beaucoup plus large. Il y a, un exemple pour illustrer. Un savoir historique, géographique, social, entre parenthèses colonial, parce qu'on va quand même expliquer de quoi il s'agit. Et là, on a une idéologie. Technique, botanique, anthropologique, Robinson passe de la nature à la culture. Bon. Oui et non, c'est un peu plus compliqué quand on parle nature-culture, mais en tout cas, ça nous dit quelque chose d'une nature humaine, c'est vrai. Si, par je ne sais quel excès de socialisme ou de barbarie, ici avec cette référence à socialisme ou barbarie, qui a été une revue et qui avant été... je crois que ça vient de Rosa Luxembourg. J'ai un doute. Mais qui marque un engagement fort, le socialisme ou la barbarie, qui appelle à l'engagement, en tout cas des personnes. Toutes nos disciplines, donc si par je ne sais quel excès de socialisme ou de barbarie, ce qui permet aussi, par
une petite alternative, de sembler neutre en mettant en équivalence socialisme ou barbarie, alors qu'évidemment, il n'y a pas ici d'équivalence et que la formule elle-même est marquée politiquement. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'esquive chez Barthes ici. Toute une discipline devait être expulsée de l'enseignement, sauf une, hypothèse extrêmement bizarre. C'est la discipline littéraire qui devrait être sauvée. Et je suis d'accord. Car toutes les sciences sont présentes dans le monument littéraire. Et quand il dit monument, c'est monumentum, c'est ce qui va inscrire la mémoire. C'est en cela, continue-t-il, que l'on peut dire que la littérature, quelles que soient les écoles au nom desquelles elle se déclare, est absolument, catégoriquement réaliste. Elle est la réalité, c'est-à-dire la lueur même du réel. On va rester là. Alors, on peut dire que la littérature, quelles que soient les écoles... Alors, donc là, il y a quelque chose de l'ordre pratiquement de la métalepse. C'est-à-dire que, Barthes passe du nom des écoles, parmi laquelle il y a celle du réalisme, qui est justement une des plus difficiles à définir et à circonscrire, mais qui va avoir au moins pour ambition une certaine référentialité et une mimétique du réel. Il ramène en fait toute littérature au réel, puisque cette littérature va être l'expression des différentes idéologies, mais plus largement des différents savoirs. On y est. Et donc finalement, le réalisme n'est qu'une option dans quelque chose qui est tout est réel. Et en fait, qui est là aussi pour nous rappeler, la littérature, c'est réel, ce ne sont pas... voilà. Ça existe, on y va parce qu'elle est la lueur même du réel, alors avec quelque chose d'un peu idéaliste encore dans les formules, cependant, en cela véritablement encyclopédique, alors la littérature fait tourner les savoirs, c'est-à-dire qu'elle n'en fixe aucun. Pourquoi elle est le réel ? Parce que le réel vient se refléter en elle, c'est ça la lueur du réel, avec quelque chose de très métaphorique qui n'est pas à comprendre le sens, mais si vous voulez. Donc là, il faut prendre par exemple quelque chose comme la science-fiction pour comprendre, et un article que j'aime énormément de Marc Angenot qui parle du paradigme absent. En fait, il faut comprendre que quand on entre dans un texte de science-fiction, un des objectifs des auteurs, c'est un peu de la tarte à la crème ou des autoristes, c'est d'essayer de comprendre, ou plutôt de faire comprendre au public le monde dans lequel on est. C'est très différent quand on est devant un film, parce que devant un film, le film c'est quelque chose qui est à la fois instantané et linéaire. Vous voyez une image, vous êtes déjà dedans. Quand vous lisez un mot après l'autre. Alors le film il va être linéaire parce qu'il se déroule, mais il y a quand même ce moment instantané qu'on a aussi dans la peinture. On y est. Le livre, il n'a pas d'image. Les images, elles sont intérieures, éventuellement, parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans la fantasy, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de représentation visuelle quand ils parlent, quand ils lisent, quand ils s'imaginent les choses ou quand ils se souviennent. C'est pas une obligation, enfin tout le monde n'en a pas, voilà, ça arrive de pas en avoir. Et à ce niveau-là, voilà, bon, en dehors des cas de cognition voilà, un peu particulière, en tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la littérature, c'est quelque chose qui est donc linéaire, et qui va faire entrer dans un ensemble de savoirs dont beaucoup vont être nouveaux. La question c'est comment on va les mettre en place. Est-ce qu'on va le faire en ab ovo depuis l'œuf? Ça c'est vraiment un truc de Star Wars, il y a très longtemps. Star Wars ne m'intéresse pas beaucoup. Ou est-ce qu'on va plonger le lecteur, la lectrice, le lecteuriste dans le grand bain en amenant petit à petit la découverte du monde. C'est ce qui se fait le plus souvent maintenant, et avec bien sûr plein de subterfuges, par exemple un personnage de naïf qu'on va suivre et donc qui, oh là là mon dieu, on lui explique des choses, ou c'est ce qu'on a là, je suis dans la main gauche de l'anime mais je lis pas beaucoup en ce moment, qui apprend plein de choses, et de cet apprentissage les lecteurs, lectrices apprennent aussi. On y est. Voilà. Donc finalement, et en fait pour que ce soit possible, c'est très intéressant de parler de la science-fiction pour comprendre en quoi la littérature c'est du réel et fait du réel. C'est que finalement, il faut bien le dire, pour que l'on comprenne, il faut le dire avec quand même, il faut avoir une certaine dose d'ancien et de nouveau, d'ancien connu et de nouveauté, pour pouvoir ingérer la nouveauté et se projeter dans ce nouveau monde. Donc même en science-fiction, qui est le moins réaliste finalement, eh bien évidemment
que c'est dans un monde que vous comprenez. Parce que sinon, vous êtes archéologue. Et vous êtes en train de déchiffrer la pierre de Rosette. Mais vous n'êtes pas en train de lire un roman, par exemple. Donc il faut que vous ayez suffisamment de choses pour vous permettre d'avoir au moins un peu de référent et de reconstituer quelque chose de référentiel. Et à partir de là, la littérature va charrier donc des savoirs. Je ne sais pas si c'est plus clair. Mais c'est dur comme texte. Cependant, en cela véritablement encyclopédique, la littérature fait tourner les savoirs. Moi, ça me fait rire, à chaque fois je pense à faire tourner les serviettes parce que je suis un peu con-con. Elle n'en fixe, elle n'en fétichise aucun. Parce qu'en fait, elle va tout relativiser. Des savoirs réels, des savoirs faux. On se rappelle qu'Umberto Eco était un collectionneur du faux. Des savoirs inventés. Des savoirs caïques, qu'ils sont au moment de la rédaction ou pas, ou qui le sont devenus depuis, et qui vont changer le statut des textes au niveau des savoirs. Voilà. Elle leur donne une place indirecte. Et cet indirect est précieux. Ça, c'est essentiel. Donc, la littérature donne au savoir une place indirecte parce qu'on n'est pas dans la vulgarisation, parce qu'on n'est pas dans la transmission pure et simple de savoir d'un point A à un point B. Comme quand on est dans un cours, comme quand on va regarder un reportage, un documentaire, et encore le documentaire ça va dépendre, mais les savoirs vont être mobilisés pour autre chose. Et c'est ça l'indirect qui est précieux. D'une part, il permet, donc l'indirect, de désigner des savoirs possibles, insoupçonnés, inaccomplis. Et donc en fait, c'est là où on se rend compte qu'on va parler de savoir, c'est plutôt foucaldien, mais que ça va permettre d'ouvrir les simples informations issues des sciences. Et donc avec un statut très fixe et en pouvant même aller plus loin que, par exemple, des savoirs archaïques ou obsolètes. Mais la littérature, elle va aussi pouvoir découvrir ou créer des savoirs insoupçonnés, inaccomplis. Elle a donc une fonction heuristique de création de savoir. La littérature travaille dans les interstices de la science. Elle est toujours en retard ou en avance sur elle, semblable à la pierre de Bologne qui radie la nuit ce qu'elle a emmagasiné pendant la journée, et par cette lueur indirecte illumine le jour nouveau qui vient. Belle métaphore, ou plutôt belle comparaison, semblable à, c'est bien un outil de comparaison, qui montre le décalage permanent, qui est aussi logique, puisque la littérature est elle-même indirecte. Et donc, on n'est pas dans l'indirect. Alors normalement, quand on parle par exemple de sources de lumière primaire et secondaire, c'est-à-dire en fait on peut dire direct et indirect, on va dire le soleil ou l'ampoule, source directe, la lune ou l'écran de cinéma, source indirecte, puisque la lumière vient taper et se refléter. Mais l'indirect chez Barthes, il est encore plus indirect. L'indirect chez Barthes, c'est même un indirect par le décalage temporel. Et par une restitution avec ce décalage. Il y a une restitution et pas juste un reflet. Et ça, c'est intéressant. Ça nous montre un autre processus. La science est grossière, la vie est subtile. Alors ça peut être très paradoxal. Je disais tout à l'heure, pour parler science, on va employer, je n'ose le dire, des gros mots. On peut dire que la science est grossière par ces gros mots. Ce sera un peu exagéré, mais c'est amusant. En tout cas, la science, elle est grossière parce qu'elle va déposer sur le réel et pour expliquer le réel des modèles de pensée. Des modèles qui vont en fait réduire le réel à certains de ses aspects pour essayer de les expliquer. Et cela en les, pour ainsi dire, découpant, en analysant des dimensions du réel, des petits bouts du réel, mais en perdant quelque chose de cette vue holistique dans l'ensemble. On y est. Alors en le perdant parce que en fait c'est impossible de l'appréhender. Et c'est un paradoxe absolu, mais avec lequel il faut dealer, quoi. Il faut faire avec. Et c'est pour corriger cette distance que la littérature nous importe. La littérature, en fait, elle produit autre chose, qui n'est pas de l'ordre de l'information, d'un savoir simple, mais qui va être de l'ordre de savoir plus complexe, en tout cas déjà plus indirect. Il va continuer à préciser. D'autre part, le savoir qu'elle mobilise, donc la littérature, n'est jamais ni entier ni dernier. La littérature ne dit pas qu'elle sait quelque chose, mais qu'elle sait de quelque chose, ou mieux, qu'elle en sait quelque chose, qu'elle en sait long sur les hommes.
Alors là, on voit à nouveau ce jeu prépositionnel très barthésien déjà signalé, mais qui passe d'un savoir à une transmission qui finalement ne va pas se verbaliser directement, comme le montre donc ce jeu prépositionnel, qui passe par de l'indirect aussi, c'est-à-dire on passe du COD, qui amènerait quelque chose de vraiment transitif, et donc d'une littérature qui transite un savoir, à de l'intransitif, hein, par le COI, le complément d'objet indirect, qui passe par une préposition, et qui montre aussi comment ça transite pas bien. En fait, ça va amener à, oui, des choses qui seront plus de l'ordre de l'intuition ou de la transmission. Comment dire, non intégrale en fait. C'est pas que c'est même que c'est intégral, c'est que ça se fait avec des modalisations et des modalités qui sont différentes. Et on notera encore à lancer long sur les hommes. Probablement une naïveté. Ce qu'elle connaît des hommes, c'est ce qu'on pourrait appeler le grand gâchis en italique du langage. Qu'ils travaillent et qu'ils les travaillent, soit qu'elles reproduisent la diversité des sociolègues, soit qu'à partir de cette diversité dont elle ressent le déchirement, elle imagine et cherche à élaborer un langage limite qui en serait le degré zéro. Boum, retour aux premiers travaux. Alors là, il y a quelque chose d'un peu complexe. On va déjà se rappeler que le langage, travailler, ça travaille, c'est quelque chose qu'on peut rapprocher de la digestion, du malaxage, mais qui va aussi, quand on travaille un métaux, c'est littéralement le stress, c'est qu'on déforme le métal. On va, par exemple, taper dessus pour le déformer, pour le sculpter, en faire autre chose, le modeler. Et donc, ce que fait le langage a une efficacité, un effet sur des conséquences, sur les gens. On va dire les gens plus largement, parce que, les hommes. Et à ce niveau-là, il y a bien une reproduction, par exemple, des hiérarchies sociales par la diversité des sociolègues. Un sociolègue, c'est une langue propre à un groupe social. Alors quand on va dire langue, c'est plutôt un langage, c'est-à-dire qu'en français, il y a plein de sociolègues, c'est quand on va dire, il y a le jargon débouché, ça c'est quand même plutôt de la langue universitaire, ou là, tu parles en tant que cagneux, etc., etc., ce genre de choses, c'est ça, des sociologues. Ou c'est la langue des enfants, le kwakubé, actuel. Il y a plein d'exemples en fait. Pour tous les groupes sociaux, il y a des spécificités. Et ces spécificités, donc ces variations, cette diversité des sociolectes, va amener donc du déchirement, et ça peut amener par exemple des incompréhensions, on peut penser. Il faudra que je le relise au dictionnaire des mots incompris qu'on trouve chez Milan Kundera, dans la soutenable légèreté de l'être. Je vais en parler positivement, ou au moins en parler de façon neutre. Soit quelque chose qui va chercher un dépassement ou autre chose, et donc ce fameux degré zéro de l'écriture, avec une conscience de ce travail du langage. Pourquoi un gâchis ? Alors, donc là on peut penser à la diversité des sociologues, par exemple ce qu'on va trouver chez Balzac, que l'on trouve aussi chez Proust, et qui montre comment justement la langue se manifeste chez les uns, les unes, les autres. Mais et donc comment, avec aussi une efficace de ce que font les gens sur la langue. Et donc il peut y avoir soit une reproduction de tout et de tous, donc quelque chose qui a un genre d'immense melting pot, c'est ce que fait Rabelais, c'est ce que fait Balzac, et d'autres. Soit la recherche du langage limite, alors on voit ce goût pour la bipolarité, toujours on se rappelle deux pôles chez Barthes. Ici avec ce langage limite qui en serait le degré zéro, quelque chose qui transcenderait, qui en sortirait, qui déplace, qui en fait n'est plus dans la restitution, la reconstitution, dans l'enregistrement ou la captation, mais qui sort de ça et qui va justement pratiquer la langue. Parce qu'elle met en scène le langage au lieu simplement de l'utiliser. Donc là, il y a une réflexivité, bien sûr, de la langue en littérature. Au lieu de simplement l'utiliser, j'ai perdu ma ligne. Elle engraine le savoir dans le rouage de la réflexivité infinie. Bon, il va plus vite que moi. Donc avec toujours une métaphore, le rouage qui va amener
Oh, une machine infernale un peu tragique, hein, dans la réflexivité absolue permanente. Bon, ça c'est encore un autre point. À travers l'écriture, le savoir réfléchit sans cesse sur le savoir, parce qu'en fait la réflexivité de la langue, parlant de la langue, devient aussi une réflexivité du savoir sur le savoir. Parce qu'un savoir, quand il passe en littérature, ne peut pas avoir le même statut que dans un autre texte, qui est en fait une autre façon d'écrire, hein, qui est le texte scientifique. Et avec tous ces intermédiaires que sont la vulgarisation, par exemple. Des textes de vulgarisation. Et sur cette question d'écriture, hein, scientifique, je vous renvoie à écrire la science d'Yves Jeanneret. Le savoir réfléchit sans cesse sur le savoir selon un discours qui n'est plus épistémologique mais dramatique. Épistémologique, ça veut dire qui a trait au savoir. Dramatique, c'est pour parler de cette mise en scène. Et là, je ne suis pas forcément super d'accord, mais il faut que je réfléchisse davantage. En tout cas, on a vraiment un déplacement des modalités et en perdant la simple transmission du savoir, par ça, donc mise en scène, évidemment, qu'on n'est plus en épistémo, mais en dramatique, là on va rester un peu littéral. Il est de bon ton aujourd'hui de contester l'opposition des sciences et des lettres dans la mesure où des rapports de plus en plus nombreux, soit de modèles, soit de méthodes, relient ces deux régions et en effacent souvent la frontière. Ça, c'est vraiment un sujet d'époque. D'abord, il y a des appels à enlever cette frontière. Ça, c'est ce qu'on voit dans un livre. Je ne sais pas si on va le voir, non, il est un peu trop haut, qui est juste ici, qui est les deux cultures de Snow. Moi, je l'ai dans l'édition Jean-Jacques Pauvert, mais ça vient d'être réédité. Avec cette idée qu'il y a deux champs qui ne s'arrivent plus à se parler, qu'il faut continuer à dialoguer, au moins à ce qu'il y ait des fréquentations entre eux, on va dire les scientifiques et les littéraires. Moi, je considère que les littéraires sont des scientifiques. Oups, mais en tout cas, moi je dirais plutôt entre les différents scientifiques. Dans la mesure où des rapports de plus en plus nombreux, donc de modèles, etc. Alors, c'est pas que les rapports sont de plus en plus nombreux, c'est qu'ils sont de plus en plus perçus et étudiés exactement. Et ils le sont peut-être d'autant plus que les différentes disciplines tentent à se séparer, à se distinguer, mais cette distinction, elle peut aussi être réciproque, soit par une construction mutuelle, ça c'est très Renan, soit par une distinction, notamment en refusant, ça c'est ce que me confiaient des amis sociologues, l'interdiction absolue de faire du style. Et ça, je trouve ça d'une tristesse. Un peu comme les filles qui refusent d'être coquettes pour continuer à avoir l'air intelligente. C'est pas la même chose que refuser d'être coquette pour d'autres raisons. Mais c'est intéressant comme moment. Et il est possible que cette opposition apparaisse un jour comme un mythe historique. Oui et non. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, on ne verrait plus de distinction. Je ne le crois pas. Je pense que le fait de croire qu'il y a une distinction distingue. Par exemple. Même si c'est paradoxal. Et que les distinctions ne sont pas forcément si énormes que ça, il y a quelque chose qui va vraiment se passer, et notamment dans la conscience de cette réflexivité. Donc là, je ne suis pas d'accord avec Roland Barthes, mais c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une espèce de relativisation, une mise à distance en quelque sorte, de ce qui est quelque chose d'absolument essentiel à son époque, qui à mon avis l'est un peu moins aujourd'hui, mais peut-être parce que moi je suis vraiment dans cette question des rapports entre sciences et littérature. Mais, du point de vue du langage qui est le nôtre ici, cette opposition est pertinente. Et là, je suis d'accord avec lui. Ce qu'elle met en regard n'est d'ailleurs pas forcément le réel et la fantaisie, l'objectivité et la subjectivité, le vrai et le beau, mais seulement des lieux différents de parole. Des lieux, et moi je dirais aussi des modalités. Mais pas des idées, par exemple. Ou, ouais, c'est vraiment ça. Selon le discours de la science, ou selon un certain discours de la science, parce qu'il vaut mieux être prudent, le savoir est un énoncé dans l'écriture, il est une énonciation. Alors ça, il faut l'expliquer. Un énoncé, ça serait de l'ordre de l'affirmation. Énonciation, c'est le processus qui montre la chose en train de se faire et qui explique cette réflexivité. Et l'énonciation, en fait, on peut aussi le distinguer entre thème et rème. On se rappelle, le thème, c'est ce dont on parle, et donc le prédicat, c'est ce qu'on en dit. Et le rème, c'est la modalité de la façon dont on en parle. Comme le rème, c'est par exemple le titre thématique qui annonce le genre littéraire, la façon.
L'énoncé, objet ordinaire de la linguistique, est donné comme le produit d'une absence de l'énonciation, parce qu'il y aurait un effacement des locuteurs en science, hein. En tout cas, au moins dans les formes. L'énonciation, elle, en exposant la place et l'énergie du sujet, voire son manque, qui n'est pas son absence, vise le réel même du langage, et pas forcément directement le réel, ou plutôt le réel par le langage, tel que on a conscience que le réel nous est saisissable par le langage. Elle reconnaît que le langage est un immense halo d'implications, d'effets, de retentissement, de tours, de retours, de redans. Elle assume de faire entendre un sujet à la fois insistant et irrépérable. Inconnu et cependant reconnu, encore là, on passe des prépositions au préfixe, selon une inquiétante familiarité, ici allusion à l'Unheimlichkeit, c'est-à-dire l'inquiétante étrangeté de Freud, c'est ce moment où les choses semblent familières mais sont inquiétantes parce qu'elles ne sont pas tout à fait les mêmes en même temps. Les mots ne sont plus conçus illusoirement comme des simples instruments, ils sont lancés comme des projections, des explosions, des vibrations, des machineries, des saveurs. L'écriture fait du savoir une fête. On va reprendre un peu tout ça. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une transparence, d'une transitivité de la langue véhiculaire dans, on va dire, la science, parce qu'on a besoin de cette polarité pour comprendre ce dont il s'agit. Et c'est une polarité qui a son efficace, qui fonctionne, ça marche. Alors que la littérature serait du côté de l'énonciation, et donc de la fête du langage, du savoir en fait, c'est-à-dire de la prise de conscience des effets d'intertextualité, du fait que les mots ont une substance, donc cette saveur c'est intéressant parce que en fait il y a des jeux de mots, hein. Saveur et savoir ont la même étymologie, Barthes le sait très bien. Mais il y a quelque chose, voilà, qui va se jouer à la fois au niveau du locuteur, ça c'est tout ce qui est de l'ordre du sujet, qui est insistant et irrépérable, hein, qui parle. Comment on sait que la personne parle? Est-ce que le narrateur est fiable? Tout ça, ce sont des questions extrêmement importantes en littérature et essentielles, et qui montrent qu'il y a justement ce tremblement. Et on se rappelle chez Monique Wittig, le honte, le poponax, les L des guerrières, etc. Et donc, bon, reconnaissance, on se rappelle, hein, boum, l'intertextualité, et en même temps ce déplacement. Et c'est le déplacement qui fait le fameux cheval de Troie, qui marche par l'inquiétante familiarité, qui va marcher aussi comme une explosion, parce que les mots, quand on va les décontextualiser, les resémantiser, les faire dérailler, finissent par mettre en place, donc là on a plein de métaphores, hein, les saveurs, les machineries, etc. La machinerie c'est très Wittig. Je sais plus d'ailleurs si c'est avant ou après le cheval de Troie, ça. Il faudrait que je reprenne les vidéos pour le voir. Enfin les vidéos, les livres. Mais ils vont être, on voit, hein, les mêmes métaphores, ils sont lancés comme des projections, des explosions, des vibrations, des machineries. Tout ça c'est vraiment le cheval de Troie de Wittig. Et avec... à l'inverse, ou complémentant à ça, le goût, la beauté. Et on va se rappeler comment Wittig imagine que les Troyens, ils sont choqués par la beauté du cheval et par cette forme que d'abord ils ne reconnaissent pas, puis qu'ils finissent par repérer. C'est exactement ce processus-là que décrit Roland Barthes. Et ce processus, il finit en une fête, en un massacre implicite chez Wittig. On continue. Le paradigme que je propose ici ne suit pas le partage des fonctions. Il ne vise pas à mettre d'un côté les savants, les chercheurs, et de l'autre les écrivains, les essayistes. Ça, c'est une polarité qui fonctionne, mais ce n'est pas celle qui l'intéresse. Il suggère au contraire que l'écriture se retrouve partout où les mots ont de la saveur. Saveur et savoir ont en latin la même étymologie, il le sait tellement qu'il le rappelle. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y aura ce moment de réflexivité et qui ne dépendra pas du type de texte ou du domaine d'appartenance du texte. Karnonsky, je ne sais pas qui c'est, disait qu'en cuisine, il faut que les choses aient le goût de ce qu'elles sont. Et moi, je trouve que c'est très intéressant quand ça n'a pas le goût de ce que c'est. Dans l'ordre du savoir, pour que les choses deviennent ce qu'elles sont ou ce qu'elles ont été, il y faut cet ingrédient, le sel des mots. Bon, hein. On file les métaphores, hein, on ne s'embête pas, et ça ne manque pas de sel.
C'est-à-dire que, en tout cas, ce sel des mots, ce goût des mots, c'est le signifiant. Et en fait, ce dont Barthes parle, c'est du fait qu'il n'y a pas une coupure signifiant qui soit très nette, parce que le signifiant a lui-même un signifié, c'est-à-dire pas un sens, il ne transmet pas un savoir, mais il dit quelque chose. C'est ça qui nous explique. C'est ce goût des mots qui fait le savoir profond, fécond, autre métaphore. Très vitaliste encore. Je sais par exemple que beaucoup des propositions de Michelet sont récusées par la science historique. Il n'empêche que Michelet a fondé quelque chose comme l'ethnologie de la France et que chaque fois qu'un historien déplace le savoir historique, au sens le plus large du terme, et quel qu'en soit l'objet, nous trouvons en lui tout simplement une écriture. Et oui, parce que ça va aussi se jouer là. C'est quoi la France ? Et ce n'est pas finalement parce qu'on réfléchit avec des savoirs faux qu'on ne dit pas quelque chose qui sera vrai et qui sera vrai autrement. Ce qui est quand même aussi une pente glissante. Où est la scientificité ? Qui doit être, moi je le crois vraiment, surtout dans une période fascisante comme la nôtre, notre phare dans la nuit. Parce que nous avons besoin de vérité, une vérité que la science ne saura jamais atteindre, parce que la vérité n'existe pas, parce que la science est humaine, mais dont on pourra s'approcher. En fait, ce qu'on poursuit, c'est un idéal impossible. C'est pas grave, il faut continuer. La seconde force de la littérature, c'est sa force de représentation. Depuis les temps anciens jusqu'aux tentatives de l'avant-garde, la littérature s'affaire à représenter quelque chose. Donc, on a une représentation, on va aller vers cette mimésis qu'il évoquait. Quoi ? Je dirais brutalement, le réel. Le réel n'est pas représentable. Et c'est parce que les hommes veulent sans cesse le représenter par des mots qu'il y a une histoire de la littérature. Parce qu'ils font exactement ce que je disais de la science. Il y a un idéal, inatteignable, mais ils essaient. Et ça fait des choses différentes. Que le réel ne soit pas représentable, mais seulement démontrable par la science. Peut être dit de plusieurs façons. Soit qu'avec Lacan on le définisse comme l'impossible, ce qui ne peut s'atteindre et échappe au discours. On se rappelle, le réel c'est quand on se cogne, c'est pas ce qu'on arrive à appréhender par le langage. Il y a une insaisissabilité du réel par le langage. C'est trop massif. Soit qu'en termes topologiques, on constate qu'on ne peut faire coïncider un ordre pluridimensionnel, le réel, et un ordre unidimensionnel, le langage. Ce que je disais tout à l'heure sur le cinéma, etc. Est-ce que des arts avec plus de dimensions arrivent mieux ? Peut-être. Est-ce qu'ils y arrivent ? Jamais. Or, c'est précisément cette impossibilité topologique, donc en fait, en termes de lieu, voilà. On ne peut pas. Hein, c'est matériel, on ne peut pas. C'est-à-dire que pour vraiment le représenter, il faudrait une carte en échelle 1 sur 1. Pour représenter le réel, il faut le réel. C'est ça que ça veut dire, dans cette complexité qu'est le réel. Or, c'est précisément cette impossibilité topologique à quoi la littérature ne veut jamais se rendre, parce qu'il y a un idéal derrière. De ce qu'il n'y a point de parallélisme entre le réel et le langage, les hommes ne prennent pas leur parti, et c'est ce refus peut-être aussi vieux que le langage lui-même, qui produit dans un affairement incessant la littérature. C'est ça, le bruissement, l'affairement. On pourrait imaginer une histoire de la littérature ou, pour mieux dire, des productions de langage qui seraient l'histoire des expédients verbaux souvent très fous dont les hommes ont usé pour réduire, apprivoiser, nier ou au contraire assumer ce qui est toujours un délire. On se rappelle les mystiques ? À savoir l'inadéquation fondamentale du langage et du réel. Et parce que les mystiques confinent au délire par cette espèce de volonté de saisir complètement le transcendant, ils sont dans le même mouvement. Et on ne peut pas dire le réel avec la langue, mais le fait d'essayer confine au délire. On dira qu'il y a quand même de la psychophobie dans le texte de Barthes, mais qui permet de dire quelque chose aussi de la rationalité et de l'irrationalité, qui, à mon avis, ne distingue pas entre des gens sains ou pathologiques, c'est pas ça, mais qui va permettre de dire aussi, il n'y a pas cette notion de normal pathologique ici,
mais qui permet de dire quelque chose comme « ça ne peut pas ». Et donc continuer n'a pas de sens. Ou plutôt, n'a pas de sens rationnel. Je disais à l'instant à propos du savoir que la littérature est catégoriquement réaliste, en ce qu'elle n'a jamais que le réel pour objet de désir. Et je dirais maintenant, sans me contredire, parce que j'emploie ici le mot dans son acception familière, qu'elle est tout aussi obstinément irréaliste, elle croit censer le désir de l'impossible. Réaliste parce qu'elle ne peut s'occuper que du réel, irréaliste parce que ça ne peut pas marcher. Et donc on a toujours cette bipolarité paradoxale très très barthésienne. Cette fonction peut être perverse, donc heureuse, ça c'est vraiment du Barthes, a un nom, c'est la fonction utopique. Nous retrouvons ici l'histoire, il met un grand H, car c'est dans la seconde moitié du XIXe siècle, à l'une des périodes les plus désolées du malheur capitaliste, que la littérature a trouvé, du moins pour nous, Français avec Mallarmé, sa figure exacte, la modernité, notre modernité, qui commence alors, peut se définir par ce fait nouveau, qu'on y conçoit des utopies de langage. Et bien sûr, les utopies, il y en a avant, il le sait, il a bossé sur Fourier. Mais là, on va aller sur la réflexivité absolue, cette utopie de langage, le moment où la langue accepte qu'elle est un non-lieu. C'est ça, utopien ou topos. Topos, c'est vraiment le lieu. Nulle histoire de la littérature, s'il doit s'en écrire encore, ne saurait être juste qui se contenterait, comme par le passé, d'enchaîner des écoles sans marquer la coupure qui met alors à nu un nouveau prophétisme. C'est ça la foi. Celui de l'écriture. Et ça, c'est le moment d'un autotélisme absolu et radical de la littérature, parce qu'il passe à la langue même, et non plus à la seule écriture. C'est le moment où la littérature devient vraiment l'œuvre d'art au carré, comme l'ont annoncé les romantiques, comme le réalisme Mallarmé. Changer la langue, mot mallarméen, est concomitant de changer le monde, mot marxien. Il y a une écoute politique de Mallarmé de ceux qui ont suivi et le suivent encore. Il y a un lien, voilà. Il suit de là une certaine éthique du langage littéraire qui doit être affirmée parce qu'elle est contestée. On reproche souvent à l'écrivain, à l'intellectuel, de ne pas écrire la langue de tout le monde. Et c'est une autre question que la langue du spécialiste. Mais il est bon que les hommes, à l'intérieur d'un même idiome, pour nous, le français, aient plusieurs langues. On se rappelle les sociolectes ? Ça va se compliquer. Si j'étais législateur, supposition aberrante pour quelqu'un qui, étymologiquement parlant, est anarchiste, loin, donc c'est-à-dire anarchiste, c'est-à-dire qui refuse les structures de pouvoir, loin d'imposer une unification du français, qu'elle soit bourgeoise ou populaire, j'encouragerais au contraire l'apprentissage simultané de plusieurs langues françaises, de fonctions diverses promues à égalité. Il en faut le plus possible pour qu'il n'y en ait aucune qui gagne. Dante discute très sérieusement pour décider en quelle langue il écrira le Convivio, en latin ou en toscan. Ce n'est nullement pour des raisons politiques ou polémiques qu'il choisit la langue vulgaire. C'est en considérant l'appropriation de l'une et l'autre langue à son sujet. Les deux langues, comme pour nous le français classique et le français moderne, le français écrit et le français parlé, forment ainsi une réserve dans laquelle il se sent libre de puiser selon la vérité du désir. Et donc ce qui marche, c'est de pouvoir choisir, c'est d'avoir la réserve des niveaux de langue, mais des différents lectes, idiolectes, sociolectes, technolectes, etc. Cette liberté est un luxe que toute société devrait procurer à ses citoyens, autant de langage qu'il y a de désir, ce qui veut dire aussi inventer le langage de son désir. Proposition utopique en ceci qu'aucune société n'est encore prête à admettre qu'il y a plusieurs désirs. C'est vraiment du Wittig. Et c'est là où on voit l'importance d'inventer une langue des femmes, et probablement plus, puisqu'on parle d'une langue de désir, une langue lesbienne. Et pas d'identité. Là, c'est pas de l'identité dont il s'agit. On parle de désir. Et c'est pas la même chose de désirer lesbien, ou en lesbienne, que de désirer une femme en tant qu'homme, avec le male gaze. Ce n'est pas la même chose. Et c'est exactement ce que nous dit Barthes, sauf qu'il le dit en parlant d'homme. C'est fou.
C'est fou. Comme quoi il y a bien un huis clos dans le langage. Qu'une langue, quelle qu'elle soit, n'en réprime pas une autre. Que le sujet à venir connaisse sans remords, sans refoulement, la jouissance d'avoir à sa disposition 2 instances de langage, qu'il parle ceci ou cela selon les perversions, non selon la loi. Alors là, avec quelque chose qui est très années 70, fin 70, qui est la valorisation d'un désir et d'un désir qui peut être senti comme une transgression ou du moins dont la répression est négativement connotée. Et là, évidemment, je ne suis pas d'accord et j'émets quand même des réserves lourdes. Moi, je pense qu'il y a des désirs qu'il est bon de réprimer. Et qu'il est notamment bon de réprimer son désir quand autrui le désir, enfin quand notre désir ne rencontre pas celui d'autrui, et inversement quand autrui réprime son désir quand nous on désire pas. Enfin, je pense que ça c'est quand même une chose bonne et éthiquement valable, parce que c'est aussi ce qui permet que les différents désirs coexistent. C'est le respect mutuel, et en cela, alors je sais pas exactement quel sens Barthes donne à perversion, mais en tout cas, on est bien dans une époque qui a déplacé les axiologisations et qui, je crois, permet d'avoir ce que Manon Garcia appelle une conversation des sexes. Et je vous renvoie aux livres de Manon Garcia. L'utopie, bien entendu, ne préserve pas du pouvoir. L'utopie de la langue est récupérée comme langue de l'utopie. Et donc là, hop, on a un petit renversement. Bon, globalement, est-ce que les révolutionnaires écrivent en langue révolutionnaire ? Pas toujours, mais ils devraient. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, on le voit. Dès que les avant-gardes commencent à être réprimées, on n'est plus en révolution. C'est ce qui se passe avec le léninisme avant le stalinisme. Entre autres. Le problème, c'est pas la persécution des artistes, même s'il ne faut pas persécuter les artistes. Ce sont des symptômes. Plus globaux. Des signes. Qui est un genre comme un autre, l'utopie. Ça, j'aimerais bien avoir un masculin-féminin utopique. C'est beau d'avoir un genre utopique. Non, il ne parle pas du genre comme ça, il parle du genre littéraire. Et j'aimerais beaucoup. On peut dire qu'aucun des écrivains qui sont partis d'un combat assez solitaire contre le pouvoir de la langue n'a pu ou ne peut éviter d'être récupéré par lui. Ben oui. Parce que le pouvoir va toujours faire feu de tout bois et donner un nouveau sens. C'est par exemple très exactement ce qu'on voit dans un backlash quand les mots sont récupérés contre les féministes. C'est exactement ça. Ce qui signale aussi, comme le disait, je ne sais plus si c'était Stéphanie Lamy ou Marie Pelletier sur Twitter, qu'il y a aussi une progression, puisque ces choses qui n'étaient pas reconnues le sont maintenant, même si elles sont retournées. Et que c'est déprimant. Et pervers. Donc, comme quoi, je n'aime pas toutes les perversions. Soit sous la forme posthume d'une inscription dans la culture officielle, ça c'est quand on va rendre hommage à des révolutionnaires de la langue de façon un peu plan-plan et qu'on les tue une deuxième fois, soit sous la forme présente d'une mode qui impose son langage, son image, et lui prescrit d'être conforme à ce qu'on attend de lui. Et oui, quand en fait ce qui était utopique devient vraiment littéralement un instrument de pouvoir de ce qu'il faut dire. On y revient toujours. À l'obligation à dire. Pas d'autre issue pour cet auteur que de se déplacer ou de s'entêter, ou les deux à la fois. Mais ça va être rattrapé. Alors, ce qu'il oublie, c'est tous les silences. Et quand ça marche pas. Quand c'est oublié. Parce qu'il n'étudie pas les femmes. S'entêter veut dire affirmer l'irréductible de la littérature. Ce qui en elle résiste et survit au discours typé qui l'entoure. Les philosophies, les sciences, les psychologies agirent comme si elle était incomparable et immortelle. On continue. Allez, casser la langue. Un écrivain, j'entends par là, non le tenant d'une fonction ou le servant d'un art, mais le sujet d'une pratique, donc évidemment, voilà, c'est pas forcément celui qui publie l'écrivain, dans ce sens-là. C'est celui qui pratique l'écriture. La vraie écriture. Et pas juste quelqu'un qui va aligner des mots. Quelqu'un qui va avoir cette réflexivité. Doit avoir l'entêtement du guetteur qui est à la croisée de tous les autres discours en position triviale par rapport à la pureté des doctrines. Donc c'est quelqu'un qui va refuser l'approche doctrinaire et qui va être donc trivial. Il précise entre parenthèses trivialis, c'est l'attribut étymologique de la prostituée qui attend à l'intersection de 3 voies. Ce qu'on attend et on voit ce qui vient.
avec ce truc d'accueil, et voire de racolage d'aller chercher. S'entêter veut dire en somme maintenir envers et contre tout la forme d'une dérive et d'une attente. Et c'est précisément parce qu'elle s'entête que l'écriture est entraînée à se déplacer. Et on se rappellera que les prostituées, que les travailleuses du sexe sont particulièrement persécutées. Et justement, quand le racolage est interdit, ils vont se faire discrètes. Et vont elles-mêmes se déplacer pour aller plus loin. Et voilà. La métaphore, elle a tout ce sémantisme chez Barthes. Il emploie vraiment quelque chose qui va avoir tout cet arrière-plan. Car le pouvoir s'empare de la jouissance d'écrire comme il s'empare de toute jouissance, pour la manipuler et en faire un produit grégaire, non pervers, de la même façon qu'il s'empare du produit génétique de la jouissance d'amour pour en faire à son profit des soldats et des militants. Alors, donc, pourquoi pervers ? Parce que pervers, c'est ce qui ne va pas avoir notamment de destinée procréative et utilitaire. C'est ça la perversion pour Barthes. Et donc effectivement, en ce sens-là, c'est sympathique la perversion. Et le désir. Et en ce que le désir va aller contre la morale et l'ordre. Et je crois qu'on peut avoir une société de désir qui soit aussi une société de respect. C'est juste que c'est comme une condition qui a été oubliée et qui en fait n'est pas une condition de pouvoir, qui est une façon de prendre en compte de façon réflexive son propre pouvoir et sa propre violence. Ou en tout cas, l'effet violent que l'on peut avoir sur d'autres, à tous les niveaux. Je parle pas que de sexe là, en fait, même si je l'inclus. Et l'effet grégaire de toute jouissance, c'est en fait la fête des plaisirs, dans le sens baudelairien qu'on va retrouver dans le spleen. Quelque chose qui va donc massifier et finalement ordonner, dans tous les sens mettre en ordre et imposer. Et donc on voit bien comment la jouissance d'amour devient soldat au militant, qu'elle est procréative, elle est utilitaire. Se déplacer peut donc vouloir dire se porter là où on ne vous attend pas, ou encore et plus radicalement, abjurer ce qu'on a écrit, mais non forcément ce qu'on a pensé. Lorsque le pouvoir grégaire l'utilise et l'a servi, on va refuser la récupération. Pasolini a été ainsi amené à abjurer, le mot est de lui, ces 3 films de la trilogie de la vie, parce qu'il a constaté que le pouvoir les utilisait, sans cependant regretter de les avoir écrits. Je pense, dit-il dans un texte posthume, alors je pense qu'il l'a dit avant, mais que ça a été publié de façon posthume, qu'avant l'action, on ne doit jamais en aucun cas craindre une annexion de la part du pouvoir et de sa culture. C'est-à-dire qu'il faut avancer. Il faut se comporter comme si cette dangereuse éventualité n'existait pas. Mais je pense aussi qu'après, il faut savoir se rendre compte à quel point on a été utilisé éventuellement par le pouvoir. Donc on va distinguer rédaction, production de la réception. Et alors, si notre sincérité ou notre nécessité ont été asservies ou manipulées, je pense qu'il faut absolument avoir le courage d'abjurer. Et c'est aussi quelque chose qui a trait à l'octorialité. Évidemment, à l'honneur qu'on peut en retirer, parce que c'est quand même plus agréable d'être du côté du pouvoir et du manche, pour le confort, que de l'autre, mais aussi sur ce détachement que cela implique. Tout à la fois s'entêter et se déplacer relève en somme d'une méthode de jeu. Aussi, ne faut-il pas s'étonner si, à l'horizon impossible de l'anarchie langagière, là où la langue tente d'échapper à son propre pouvoir, à sa propre servilité, on trouve quelque chose qui a rapport au théâtre. On se rappelle du drame, on revient à ça. Pour désigner l'impossible de la langue, j'ai cité 2 auteurs, Kierkegaard et Nietzsche. Cependant, l'un et l'autre ont écrit, mais ce fut pour l'un et l'autre au revers même de l'identité, dans le jeu, dans le risque éperdu du nom propre. L'un par un recours incessant à la pseudonymie, l'autre en se portant à la fin de sa vie d'écrivain, comme l'a montré Klossowski, aux limites de l'histrionisme. C'est-à-dire que finalement, soit on va changer de nom tout le temps, soit on fait dire n'importe quoi à son nom, pour en transformer la substance. On peut dire que la 3e force de la littérature, sa force proprement sémiotique, c'est de jouer les signes, plutôt que de les détruire, c'est de les mettre dans une machinerie de langage, dans le cran d'arrêt et les verrous de sûreté,
on sautait. Bref, c'est institué au sein même de la langue servile une véritable hétéronymie des choses. Un hétéronyme, c'est en fait quand on va avoir plusieurs noms, hein, comme chez Volodine, pour dire plein de choses différentes. Je pense que je vais en rester là parce que ça fait 1 heure que je parle, donc l'hétéronymie des choses, c'est vraiment ça. On va avoir une espèce de multi-octorialité qui va dissoudre aussi ce qui fait œuvre et qui en soi est une autre sorte de pouvoir. Ça, je suis pas complètement sûre que ce soit ce qui est dit, mais je pense que ce sont des pistes intéressantes. Et on va vers un 3e volet de Roland Barthes, peut-être la semaine prochaine. En tout cas, je vous dis à bientôt.